cette question, il y a des gens qui occupent des usines, par exemple, parce que il y a eu un désinvestissement, c'est-à-dire des licenciements massifs ou des choses comme ça. Et la question qui nous intéresse, nous, c'est bien l'investissement face au désinvestissement. Parce que ce que nous essayons de décrire, ce sont des symptômes et des pathologies, des pathologies sociales qui sont fondées sur le désinvestissement. Et alors, par rapport à la pulsion, qui est un sujet très important dont nous avons parlé le premier jour, quant à Hestia, j'en parlerai demain moi-même. On en avait déjà parlé l'an passé, on en parle beaucoup dans le séminaire. Mais quant à la pulsion, donc, je pense que la question de la pulsion ne se pose pas dans des termes tout à fait équivalents, selon qu'on a affaire, par exemple, à la situation d'un schizophrène, ou que l'on a affaire à la situation, disons, de ce qu'on considère être un homme qui n'est pas en souffrance psychiatrique, voilà, ou psychotique. Tout ça reste à vérifier, évidemment, mais je tiens à le préciser, ça me paraît fondamental, parce qu'on ne peut pas construire un discours... la question de la pulsion, moi je le soutiens beaucoup depuis des années, c'est d'ailleurs ce qui est à l'origine d'Ars Industrialis, je crois. La pulsion est aujourd'hui exploitée par le capitalisme. Et elle est exploitée dans un sens de la déliaison pulsionnelle, où là, le problème, c'est pas trop de trouver de la pulsion, parce qu'il y en a énormément, c'est de la resocialiser, de la retransformer en investissement. La pulsion n'est pas de l'investissement. Il ne peut pas y avoir d'investissement sans pulsion, et le problème d'un schizophrène, par exemple, c'est qu'il n'est plus lié, enfin, c'est pas qu'il n'est plus lié au sens de la libido comme liaison, c'est que l'image de son corps n'est effectivement plus constituée. Et à partir de là, la scène pulsionnelle qui nous est commune en tant que normalement on n'est pas des schizophrènes, il ne l'a pas. Donc les problèmes, à mon avis, se posent dans des termes très particuliers et je pense qu'il faut le préciser. C'est une question qu'il faudrait aussi poser par rapport à l'intervention qu'a faite tout à l'heure Arnay, puisqu'il parlait de psychotique, d'un devenir psychotique dans le champ de la finance. Mais c'est une psychose qui n'est pas la psychose, à mon avis, dont parle Michel. Et moi, alors, je suis d'accord avec toi, hein, je parle moi-même de psychose dans ce cas-là, et on est nombreux d'ailleurs, y compris des psychiatres avec lesquels je travaille aussi, qui parlent de cela. Mais en même temps, il y aurait une nosologie à faire en matière de psychose. Là, on a beaucoup parlé de nouvelles formes de maladies mentales. Bon, c'est un sujet très, très débattu dans le monde de la psychiatrie et de la médecine. Mais en tout cas, cette question-là, je crois, mériterait vraiment d'être posée. Moi, je soutiens, alors je crois que c'est aussi ce que disait Arnay hein, dans son exposé superbe, et qu'il y a une psychopathologie générée par les technologies capitalistes. Et pas simplement les technologies, mais c'est même pas tellement les technologies. Ce sont les méthodes d'exploitation de ces technologies qui sont extrêmement dangereuses. Par rapport à ce que tu disais sur le sémio-capitalisme et la langue et la question de la performativité qui est derrière, et ça c'est une question absolument fondamentale, je vais y revenir d'ailleurs sur l'exposé de Christian, sur la question de la performativité. Évidemment, ce psycho-pouvoir de l'argent, on pourrait dire, hein, et de l'argent automatisé, là, dans le cas présent, algorithmisé, c'est donc l'argent aujourd'hui, parce qu'on dit l'argent, mais l'argent c'est comme tout le reste, ça n'existe pas comme ça. Il y a des époques de l'argent des rois de Lydie, ça n'est pas du tout l'argent de l'époque de Colbert, qui n'est pas du tout l'argent démonétisé, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire électronisé. Hein, les bitcoins, dont on a parlé ce matin, par exemple avec un Gert Leving. Et donc chaque fois, il faut rapporter ça à une empiricité. C'est-à-dire, il n'y a pas une essence de l'argent. Hein, ça n'existe pas, l'essence de l'argent. Il existe des mécanismes qui peuvent mettre en œuvre des processus a priori. Alors, peut-être on doit parler de conditions de possibilité au sens où on parlait tout à l'heure Francesco, mais en tout cas, il n'y a pas de concept transcendantal de l'argent. Hein, ça, je ne crois absolument pas. C'est une chose absolument et radicalement empirique. Ce sont les idéologues qui veulent nous faire croire qu'il y a une essence de l'argent. Hein. Ça, oui, eux, ils veulent nous expliquer qu'il y a une essence de l'argent, donc il y a une loi de l'économie, nous devons nous y soumettre, etc. Si j'insiste sur ce point, c'est la question de la psychotechnologie fiduciaire, on pourrait dire. Hein. Le fiduciaire, c'est essentiellement de la psychotechnologie depuis l'origine, là, pour le coup, parce que c'est de la production de confiance. Donc, c'est de la psyché de part en part,
et de la rétention tertiaire, c'est ce que j'ai essayé de dire dans la critique de l'économie, nouvelle critique de l'économie politique. Cette technologie-là, au XXe siècle et au XXIe siècle, repose sur les industries culturelles et une technologie de marketing qui ne concerne pas simplement l'argent, qui est une marchandise, l'argent, hein, puisqu'on vend de l'argent. Donc l'argent est une méta-marchandise, puisqu'on peut vendre des devises anglaises, c'est ce qu'a fait Soros pour accumuler un matelas de quelques milliards. Bon. Donc c'est une marchandise comme les autres, que l'on peut vendre, mais c'est une marchandise qui n'est pas totalement comme les autres néanmoins, puisqu'elle a un pouvoir fictionnel que n'ont pas les autres marchandises. Et ce pouvoir fictionnel, tel qu'il se développe à la fin du XXe siècle, qui exploite à l'extrême la pulsion et non pas le fantasme, le premier capitalisme américain exploite le fantasme. C'est le capitalisme d'avant la Deuxième Guerre mondiale, à mon avis. C'est le capitalisme de John Ford. C'est là où le capitalisme s'appuie très fortement sur Hollywood de John Ford et de tous ces gens-là, c'est-à-dire sur la sublimation et sur le fantasme identificatoire, etc. Le capitalisme de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, c'est un capitalisme pulsionnel, et plus du tout du fantasme, et qui se met à fonctionner de manière comme ce que tu as rappelé tout à l'heure. Marx a déjà décrit dans le 3e tome du Capital comme un capitalisme fictionnel. Sachant que la question, c'est que l'argent est toujours fictionnel, sinon il ne marcherait pas. C'est une technologie, une psychotechnologie qui ne pourrait pas fonctionner si elle ne fictionnait pas. Donc il faut de la fiction pour que l'argent fonctionne. Il faut un crédit artificiel. Et c'est tout le problème. C'est ça qui en fait la pharmacologie positive, c'est-à-dire que ça permet l'investissement. S'il n'y avait pas de cette fiction-là, il n'y aurait pas d'investissement. Mais en même temps, ça permet l'escroquerie. Et ça permet, par exemple, de foutre à la porte tout à coup 15 000 ouvriers parce qu'on a revendu par appartement l'usine à des spéculateurs et que finalement, tout ça produit du désinvestissement et non plus de l'investissement. Alors, la question ici, pour moi, c'est ce que j'ai retenu de l'exposé de Arnay, on y reviendra puisqu'on se reverra bientôt chez toi, c'est quelle thérapeutique de la fiction nécessaire. Parce qu'il y a de la fiction nécessaire en théologie, en économie, en tout, en art, en objet transitionnel, donc en psychanalyse, etc. On ne peut pas s'en passer de la fiction. Et en même temps, la fiction, c'est ce qui vient détruire. C'est une pharmacologie extrêmement toxique. Et nous devons, quand je dis nous, là je dis nous adressant à Occupy Wall Street, à tous ces mouvements qui se présentent comme le 99% contre le 1% des fictionneurs spéculateurs, hein, c'est quand même ça exactement le discours de Occupy Wall Street, nous devons tenir un discours sur la fiction et en nous disant, attendez, on ne va pas vouloir éliminer la fiction pour aller à la vérité, parce que ça c'est le Front National. Ça, c'est ce qui consiste à dire, c'est l'extrême droite qui consiste à poser que tout ça, ce sont des menteurs, des exploiteurs, etc., et qu'il faudrait revenir à la vérité vraie, c'est-à-dire à la purification. La vérité vraie, ça veut dire la purification. Alors, je voudrais, à partir de ces quelques mots sur le premier et le dernier exposé de la journée, revenir un petit peu sur ensuite les deux exposés donc de Francesco et de Christian. D'abord, avant d'oublier, Francesco, je crois que, je ne suis pas sûr du tout, hein, mais je crois que Jacques Derrida s'est mis à lire à Mézène à l'époque où il m'a invité, parce qu'il a été invité par quelqu'un qui s'appelait François Gros, qui était conseiller politique de Laurent Fabius, conseiller de son cabinet, et qui est biologiste, qui a écrit des livres, qui est connu, et qui ensuite, plus tard, a été inculpé dans l'affaire du sang contaminé, et qui donc a été désintégré politiquement, c'est-à-dire qu'il a été éliminé de la scène politique. Mais François Gros avait organisé, alors je ne sais pas s'il y avait des raisons légitimes ou pas de l'inculper, bon, d'ailleurs le sang contaminé, ça mériterait de longs commentaires, mais je ne vais pas en parler. Mais c'est François Gros qui avait été chargé, donc par, je crois que c'est Mitterrand en fait qui avait voulu ça, monter un gros colloque sur le patrimoine génétique. Et Derrida et moi avons participé à ça pendant longtemps. Il y a eu des séminaires, il y a eu toute une phase de préparation. Ensuite, ce colloque a eu lieu. Il n'a jamais été publié parce que, je crois, enfin, c'est peut-être pas pour ça, mais je crois que c'est parce que François Gros est inculpé, tout simplement, et qu'il ne s'est donc pas occupé de la publication des actes. J'ai cherché sur Internet tout à l'heure à retrouver les traces, mais j'en ai trouvé absolument aucune. Je pense que là, Derrida a surinvesti la biologie, c'est-à-dire, enfin pas surinvesti, il a beaucoup réinvesti la biologie parce qu'on lui avait
poser des questions, et c'était un homme très sérieux, donc il a lu beaucoup. Et moi, je pense qu'il a dû, en tout cas, c'est peut-être pas à cette occasion-là, mais dans tous les cas, il y avait un Mézène dans ce paysage-là, bien entendu. Alors, cela étant, quelques réflexions sur le quasi et le transcendantal, pour enchaîner après sur Christian, sur l'exposé de Christian. Tu dis tout à l'heure, et je crois que je comprends très bien, hein, j'ai très bien connu les travaux de Derrida et tout ça, donc son discours, j'ai suivi tous ses séminaires, donc je connais très bien son discours, mais et tu dis, le transcendantal chez Derrida, c'est la question de la condition de possibilité structurelle. Bon. D'accord. Je revendique moi-même ce discours, quand j'en ai un tout petit peu parlé hier, d'ailleurs, quand j'ai dit qu'il faut retrouver les formes élémentaires du supplémentaire. C'est ce que j'appelle les conditions de possibilité élémentaires du supplémentaire, qui est toujours déjà supplémentaire, comme disait Derrida, mais il y en a des conditions élémentaires, qui, elles, on ne veut pas dire qu'elles ne sont pas supplémentaires, parce qu'elles sont toujours déjà supplémentaires. Mais elles doivent se maintenir dans la métastabilité des tourbillons rétentionnels dont je parlerai demain. Cela étant, pourquoi garder le mot transcendantal? Si on dit, avec Derrida, parce que moi c'est de Derrida que j'ai appris ça, le transcendantal, c'est ce qui se construit par opposition à l'empirique. Et bien par opposition. Ce que Derrida m'a enseigné pendant des années, parce qu'un jour je l'ai vu sortir le quasi-transcendantal, mais pendant très longtemps il n'utilisait absolument jamais ce terme. D'un seul coup il s'est mis à le sortir à propos de la justice, à propos de commentaires de Benjamin, de la violence légitime et de toutes ces choses-là. Tout à coup il a dit, il y a de l'indéconstructible. C'est la justice. Et du coup, il a déroulé la théorie de la promesse. Mais avant, il ne parlait jamais de transcendantal. Enfin, en tout cas, il en parlait peut-être, mais moi, ça m'a échappé totalement. Et en tout cas, quand il en parlait comme la plus grande construction de la métaphysique, la plus admirable d'ailleurs, hein, la plus formidable, dont on ne peut pas se passer, c'est ce que je dis toujours à Ricardo. Moi, je dis, on ne peut pas ne pas lire la philosophie transcendantale. On est obligé. C'est dans le transcendantal que c'est l'apport de la philosophie. Mais qu'à mon avis, on doit non pas abandonner, au sens où abandonner, ça veut dire foutre le camp et oublier et passer à tout à autre chose, mais que l'on doit quitter, sans l'abandonner, en lui versant une pension alimentaire et en s'occupant des enfants. Je veux dire par là que pourquoi est-ce que je dis ça? Si le transcendantal, c'est la condition de possibilité structurelle, alors pourquoi est-ce qu'il parle de quasi-transcendantal? Que veut dire quasi? Pourquoi ne pas appeler ça le transcendantal? Il parle de quasi-transcendantal. Personnellement, c'est ce qu'a rappelé Christian tout à l'heure, je rejette l'idée de quasi-transcendantal. Ou c'est du transcendantal, ou c'est de l'empirique, mais il n'y a pas de quasi-transcendantal. Je ne crois pas du tout. Je crois que c'est une facilité que s'accorde Derrida. Pour moi, c'est la faiblesse du système Derrida. Enfin, du système, il n'y a pas de système, bien entendu, mais du grand œuvre de Derrida. C'est le point de faiblesse, face à quoi il est confronté à une aporie qui le désarme. Et du coup, il reprend les vieilles armes. Et je pense que ce ne sont pas de bonnes armes. Voilà. Alors, si j'en parle, c'est pas seulement pour... D'abord, c'est parce que je vais revenir sur la question du quasi pour répondre un petit peu à Christian et rebondir sur son exposé, mais c'est parce que derrière ça, il y a des enjeux qui passent par Freud, d'ailleurs, et qui passent par la biologie. La question de l'auto-immunité, tu l'as rappelé, et de la biologie, ça apparaît avec la question de la pulsion, dans le livre qui s'appelle La carte postale. Et il parle d'auto-immunité à propos de la pulsion de mort. La pulsion de mort étant une version de ce qu'il appellera plus tard, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le suicide cellulaire. Bon. C'est une version, c'est pas du tout la même chose, mais c'est une occurrence de quelque chose de comparable, c'est-à-dire la vie qui se met à mort, la vie qui se mortifie elle-même. C'est lié, comme tu l'as rappelé, moi-même j'ai ce séminaire dans mes archives, à ce séminaire qu'il a fait en 1975 sur la logique du vivant de François Jacob, où il a essayé de montrer qu'on ne peut effectivement pas, on doit déconstruire l'opposition mort et vie, et que la vie compose avec la mort, que la vie c'est essentiellement quelque chose qui compose avec la mort, donc la vie c'est la vie, la mort. Et évidemment, ce qu'il a fait en 1975 sur
sur la logique du vivant, donc sur le néo-darwinisme, sur la biologie moléculaire, puisque c'est ça qui est en jeu, là. Il le rejoue dans ce séminaire sur Freud, et en particulier sur Au-delà du principe de plaisir. Je pense que dans ce texte-là, j'en ai parlé dans mon dernier bouquin, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et il y a une lecture orientée qui fait qu'il y a des choix de lecture opérés par Derrida que personnellement je ne partage pas. Parce que, bien sûr qu'au-delà du principe du plaisir, c'est 1920, et que le moi et le ça, c'est 1923, mais je pense qu'on ne peut pas interpréter au-delà du principe du plaisir sans lire le moi et le ça. Alors, dans le moi et le ça, Freud fait revenir la libido dans une nouvelle version, qui est la version de la liaison, et d'un investissement dont je crois qu'il est, chez Freud, un investissement social. Il ne le pose pas comme tel, il ne le revendique pas comme tel. Freud n'est pas un grand penseur du social, mais il l'appelle. Il l'appelle sous le nom d'idéalisation, de sublimation, etc., etc. Et il dit en toutes lettres, il ne peut pas se produire de libido indépendamment de tel processus. Bon. Et ça, Jacques Derrida n'en parle absolument pas. Et ça, c'est très très important pour une raison précise. C'est que ça pose un problème, qui est le passage d'une biologie darwinienne à ce que j'appelle une biologie post-darwinienne. Ce que je veux dire par là, tu as parlé de Marx et Stirner et des commentaires que Derrida en fait dans Spectre de Marx. J'ai moi-même écrit un texte qui était partie de la misère symbolique, et j'ai fait une conférence à Londres il y a une douzaine d'années sur Marx et cet énoncé qui a été super commenté, le mort saisit le vif, et où Marx oppose la mortification du capital au caractère vivant du travail. Bon. Et où, évidemment, ça c'est très clair, Marx apparaît comme une occurrence de la métaphysique telle que Derrida l'a toujours décrite, c'est-à-dire qu'on oppose la vie et la mort. Bon. D'accord. Mais dans l'idéologie allemande et dans les manuscrits du jeune Marx, où il est question de la vie, ce qui se met en jeu, c'est ce que Canguilhem va appeler la vie technique. Et cette vie technique, elle n'est pas réductible à la vie darwinique, j'allais dire, à la vie telle que l'a décrit Darwin, c'est-à-dire à une vie qui fonctionne selon le principe de la sélection naturelle. Cette vie technique, c'est ce que Marx essaye de penser, en tâtonnant. On est en 1845, donc il n'y a rien, quoi, hein, il ne connaît même pas Darwin. Bon. Donc il tâtonne complètement. Mais il ne connaît pas Darwin parce que Darwin n'a pas encore publié. Mais il essaye de penser, c'est ce que j'ai essayé de montrer, une organologisation de l'organique, c'est-à-dire une technicisation du biologique. Et ça a été un sujet de conflit entre Derrida et moi. On s'est fâchés à cause de cette question, parce que je considère que l'histoire de la trace, dont il pose très clairement en 1968 ou 67 de la grammatologie, que c'est à partir de la rétention qu'est le vivant, sous toutes ses formes. La cellule la plus élémentaire du vivant, c'est un système de rétention. Il dit, c'est donc l'architrace, la trace au sens de la grammatologie, c'est ce qui doit se penser, on ne va pas dire cosmiquement, ça ne pense pas le minéral, mais en tout cas, ça pense toutes les formes d'auto-organisation du vivant. Et donc, dit-il, on va éliminer toutes les oppositions qui se font entre le règne végétal et le règne animal et le règne anthropique ou anthropologique, etc., etc. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette démarche. Je ne suis pas d'accord avec cette démarche, non pas parce que je serais un anthropocentriste. Régulièrement, je me frite avec mon ami Jean-Hugues Barthélemy, ici même l'année dernière, parce qu'il était à la place de Houck, et il parlait de l'humanisme de Simonon, et moi je rejette cet humanisme-là. Mais par contre, je pense qu'il y a un problème de méthode, de contradiction méthodologique chez Derrida. On ne peut pas accéder au concept de trace tel qu'il l'étend à tout phénomène de rétention biologique sans être passé par la trace de la rétention tertiaire. Ce qui rend accessible ce concept de trace, c'est cela. Et donc c'est inscrit à l'intérieur. Et ça, c'est pas Heidegger qui nous l'a appris. Heidegger reprend ça dans sa théorie du Dasein. C'est le cœur de la théorie du Dasein de Heidegger. Mais c'est Hegel qui dit ça.
On ne peut pas effacer la trace de l'instrument, dit Hegel, dans la production de l'instrument. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la trace de l'instrument, y compris de l'instrument animal, d'ailleurs, puisque Simonon pense des instruments animaux, le roi Gourand, etc. aussi. Alors, si j'insiste tellement sur ce point, ce n'est pas pour faire des querelles académiques ou philosophiques. Je m'en contrefous tout autant que du cinéma. La philo, le cinéma, tout ça, je m'en fous. Par contre, l'avenir du monde, ça m'importe énormément. Et dans le discours de Derrida sur la vie, tel que tu l'as rappelé, mais je crois que c'était une formidable analyse d'ailleurs, hein, il y a quelque chose que tu as dit, je crois, je ne sais pas si j'ai noté de manière exacte, mais qui était soit une citation, soit une paraphrase de Jacques Derrida. La vie n'a pas d'alternative à l'autodestruction. Tu ne l'as pas dit comme ça, mais il y avait quelque chose que tu décrivais, à mon avis. Non, tu n'as peut-être pas dit ça, mais il y avait quelque chose que tu décrivais qui disait ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le vivant qui fait que, de toute façon, la vie, elle se constitue par... elle s'autodétruit. C'est ce que Amézène, justement, la sculpture du vivant, voilà. Et je crois que tu as beaucoup insisté dans le caractère structurel et archéologique de l'auto-immunité chez Derrida sur cette dimension-là. En tout cas, Derrida, lui, parce que moi j'ai assisté à ces séminaires, il insistait énormément là-dessus, effectivement. Et si je résiste tant à cela, c'est parce que ça fait écho à la destruction créatrice de Schumpeter, qui est une rationalisation de l'économie capitaliste du XXe siècle américain, et que ça fait aussi écho à ce que disait tout à l'heure Gerald Moore, c'est-à-dire il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative à la destruction créatrice telle qu'elle se développe. Tout ça, et ça ramène à un darwinisme social. Je ne dis pas du tout que Derrida voulait faire ça, bien entendu. Il était anti-darwiniste social. Il était même très critique sur le darwinisme en tant que tel. Mais l'interprétation qu'on peut faire de Derrida, et j'ai essayé de montrer, moi, que le post-structuralisme a servi de structure de légitimation du néolibéralisme, peut conduire à ça. Et c'est pour ça que j'insiste tellement sur la fiction du pharmacone qui vient casser toutes ces logiques biologiques et qui vient introduire des choses qui échappent au biologique. Alors, maintenant, je m'excuse, hein, je me donne la parole un peu longuement, mais voilà, je voudrais aussi réagir maintenant sur l'intervention de Christian, et puis après, je vais vous laisser la parole. Christian a introduit une question extrêmement importante, qui est la question du quasi-catégorique. Voilà. Du quasi-catégorique qui est en gros l'apparition de la modernité, hein, grosso modo. C'est la biopolitique et le biopouvoir que décrit Foucault est fondé là-dessus. Là, on le voit très très clairement dans l'exposé de Christian. Il a rappelé, voilà, que j'utilise ce mot de quasi-cause, de quasi-causalité, en disant, il s'est un peu moqué de moi, quoi. Tu critiques quasi-transcendantal, mais tu utilises quasi-cause. Alors, moi d'abord, je veux préciser que quasi-cause, c'est pas mon expression, je reprends l'expression de Gilles Deleuze. Et je la retraduis dans un autre vocabulaire, c'est ce que j'appelle le défaut qu'il faut. C'est-à-dire l'individuation capable de devenir, on peut dire la quasi-cause, dans ce cas-là, ça ne me dérange pas du tout, la quasi-cause de son effet, de l'effet que subit celui qui devient la quasi-cause, et qui, en devenant la quasi-cause, ne le subit plus, mais l'habite, l'existe en quelque sorte, et en fait un processus d'individuation. Ça, c'était une proposition que nous faisons là, dans le séminaire depuis un an, qui a une dimension politique fondamentale, en termes de praxis. Parce qu'en gros, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut abandonner la praxis léniniste des causes, par exemple l'exploitation par le capitalisme, etc., pour passer à la praxis, je ne sais pas quoi, des quasi-causes. J'appellerais ça, moi, une praxis organologique et pharmacologique. Alors, ayant dit cela, c'était juste pour resituer ce qui a été très important dans ce qu'a dit Christian Forest, c'est que d'abord, il a rappelé que nous qui, quand je dis nous, je parle d'Arsène Israélis, qui postulons la nécessité d'une nouvelle puissance publique, il a rappelé que la puissance publique se base, depuis en tout cas l'État, prussien, colbertien, colbertiste, anglais, puis américain, sur la statistique. Et donc sur une technologie mathématique de la catégorisation. Évidemment, s'il a beaucoup insisté là-dessus, il avait ça en
tête, je pense, et il n'a pas pu le dérouler pour des raisons de temps, c'est parce qu'on parle des big data aussi et d'une nouvelle technologie des mathématiques appliquées qui sont en train d'exploser à peu près tout. Nous nous battons, nous avons fait un séminaire le 18 juin à l'IRI avec Arsenis Relis sur la fiscalité numérique, enfin pas sûr, mais à partir des questions de fiscalité numérique telles que donc deux hauts fonctionnaires l'ont étudié dans un rapport qui a été rendu public en France au mois de janvier dernier, et où nous avons essayé de montrer qu'il faut remettre en cause toutes les catégories de la vie publique pour pouvoir inventer une nouvelle fiscalité. Parce que la vie publique repose sur des catégorisations. Les ministères sont des catégories. Ministère de la Culture, ministère des Affaires sociales, ministère de la Santé, tout ça. Toutes ces séparations se tournent des catégorisations. Et ces catégorisations ont des conséquences terribles qui sont en fait soutenues par des rétentions tertiaires. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une histoire institutionnelle, une organologie de l'histoire institutionnelle. Ces rétentions tertiaires sont en train d'exploser face à la rétention tertiaire numérique. Il est impératif de repenser tout cela, y compris l'institution hospitalière, l'institution psychiatrique, etc., l'institution scolaire, dans ce contexte. Cela ayant été dit, Christian a ensuite introduit Dehaene, Stanislas Dehaene, dont d'ailleurs, je dois préciser pour ceux qui n'ont pas fait le séminaire, que mon but, c'est ce que j'avais annoncé au début du séminaire, c'était de commenter un livre de Stanislas Dehaene dans le séminaire, d'en analyser les tenants et les aboutissants, selon moi, Stanislas Dehaene étant en fait le déclencheur des travaux de Marianne Wolf. Marianne Wolf a repris très au sérieux, Dehaene a fait un séjour aux États-Unis il y a quelques années, Marianne Wolf a suivi les séminaires de Dehaene et elle a repris une théorie de Dehaene. La théorie de Dehaene, c'est que la plasticité cérébrale, en particulier essentiellement, on pourrait dire chez les êtres humains, recombine des schèmes moteurs en les recodant totalement et donc transforme, détourne des trajectoires de tendance motrice, je parle le langage là de Gilbert Simonon d'ailleurs, pour en faire de toute autre tendance motrice. Et que ce travail de recodage, Marianne Wolf est allée, comme ça m'a été dit par quelqu'un qui s'appelle Alain Prochian, qui est aujourd'hui très proche de Stanislas Dehaene, avec qui j'ai eu une conversation qui s'est extrêmement mal passée en public. Alain Prochian m'a dit « Oh, de toute façon, Marianne Wolf, elle va beaucoup trop loin dans l'utilisation des travaux de Dehaene dans ce truc-là. » Qu'est-ce que dit Marianne Wolf? Donc elle dit que, en fait, enfin ça c'est ma traduction, mais c'est mon interprétation, mais comme je lui ai envoyé cette interprétation et qu'elle m'a répondu en me disant qu'elle l'avait lue et qu'elle était d'accord avec mon interprétation, je me permets donc de vous la livrer, puisqu'elle l'a en quelque sorte adoubée, cette interprétation. Mon interprétation, c'est que le cerveau, ce qu'on appelle le cerveau noétique, c'est un cerveau qui est capable de se désorganiser pour s'organologiser, c'est-à-dire pour intégrer des organas, des artefacts, et se recoder en totalité, et donc se socialiser. Et pour substituer à des comportements instinctifs, biologiques, des automatismes instinctifs qui sont les automatismes du darwinisme, et qui sont des instincts, pour y substituer des pulsions. La pulsion, ce n'est pas un instinct. La pulsion, c'est une reconstruction sociale de l'instinct. Et ça suppose la maternisation, enfin tout un ensemble de processus, l'objet transitionnel, etc. Alors, ceci étant dit, ce qu'a dit Dehaene dans ce que nous a fait entendre Christian tout à l'heure, à savoir le cerveau statisticien bayésien, c'est le point de vue de la neuroéconomie. C'est exactement le point de vue de Glimcher. C'est dommage que Diego Viana ne soit pas là, parce que c'est exactement ce que dit Glimcher en conclusion de son livre, dont j'ai oublié le titre, mais que j'ai commenté dans mon dernier livre. Glimcher dit, en conclusion, mais je crois qu'il en parle aussi dès l'introduction, il faut abandonner le point de vue de Descartes, selon lequel il y aurait des comportements réflexes et des comportements réflexifs. Le comportement réflexe étant l'automatisme animal qu'il y a en nous, qui nous habite tous, et le comportement réflexif étant ce qui vient interrompre cet automatisme animal pour finalement produire une désautomatisation, une réautomatisation sociale. Ce n'est pas Descartes qui dit ça, c'est moi qui le dis, mais à partir de Descartes. Glimcher dit, ça ne marche pas du tout. C'est du bidon, tout ça. En fait, il n'y a pas de clivage du cerveau. Tout est produit par de la statistique, par des événements statistiques, stochastiques. Et il faut donc généraliser l'exploitation des statistiques pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Et ça, c'est ce que fait non seulement la neuroéconomie, mais le neuromarketing. Et comme on l'a bien vu, je crois, dans l'exposé de Diego jeudi matin,
qu'est-ce que fait le neuromarketing? Il substitue au modèle de la prise de décision le modèle de ce qu'on appelle le choix du consommateur. C'est-à-dire qu'il remplace le cerveau de Descartes par le cerveau du consommateur, qui est un cerveau totalement conditionné. C'est un cerveau qui n'existe absolument pas. Allez en Amazonie, je vous souhaite du courage pour trouver un cerveau comme ça. Mais il n'y a même pas besoin d'aller en Amazonie. Je ne sais plus avec qui je parlais de ça hier, aller en Tunisie, par exemple. Et vous voyez, rencontrer des gens qui ont une telle gentillesse, une telle capacité à être là, dans le lieu que décrivait Michel, etc. Ils ne sont pas comme ça. Hein. Alors on essaye de les rendre comme ça. Et malheureusement, on y arrive. Mais c'est une... Donc, il faut se méfier beaucoup de cette théorie statistique du cerveau. Il faut s'en méfier d'autant plus, et je m'arrêterai là-dessus, que ce cerveau statistique, en fait, il intériorise l'effet des statistiques. C'est-à-dire que ces statistiques ont des effets. Et à partir de là, ces statistiques, comme l'a très bien montré, en fait, sans en parler Arnay, elles sont performatives. C'est-à-dire qu'il suffit de déclarer qu'il y a des catégories de gens, c'est l'effet des sondages, par exemple, hein, et qu'on crée, en fait, un état. On crée un événement, on le fabrique de part en part. Et on revient à la question du fictionnel. Le cerveau humain est capable de s'auto-statistiser, de s'auto-analyser, etc. Et ça a des effets performatifs sur lui-même. Et c'est pour ça qu'on peut se soigner, prendre soin de soi, etc. C'est très positif, mais c'est aussi extrêmement négatif quand on peut manipuler tout cela. L'enjeu ici, des big data, des open data, de toutes ces technologies que moi je soutiens toujours qu'il faut les investir, que ça ne sert absolument à rien de les refuser, etc. Mais par contre, il ne faut pas se cacher dans son presbytère, dans sa petite école de philosophie ou je ne sais pas quoi, en disant bon, moi je fais de la philo, tout ça, ça ne me concerne pas. Hein. Si, ça nous concerne tous, de plus en plus. Il ne faut donc pas se cacher, il faut le penser. C'est fatigant de penser. C'est pas marrant, même. Mais il faut le faire. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et le penser, c'est aussi penser cette performativité-là. Cette performativité-là, je pense qu'il faut l'investir positivement. Il y a une performance. La révolution, c'est performatif. C'est-à-dire qu'un événement révolutionnaire, c'est un événement qui, à un moment donné, déclare quelque chose, qui crée l'événement, qu'il déclare. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir au discours révolutionnaire, hein, comprenez-moi bien. Mais ce que je veux dire, en revanche, c'est que Christian a terminé sur l'énergie et l'économie d'énergie. Et donc, le discours de Kahneman sur les deux systèmes et le caractère économique de l'énergie électrique et calorique du cerveau. Très, très important, et Christian a très bien montré comment tout ça, en fait, ça s'appelle le biomimétisme hein, en technologie, et tout ça a des effets sur la construction des machines. Mais le cerveau noétique ne marche pas comme ça. Ce qui fait qu'un cerveau noétique est économique, c'est pas qu'il diminue la quantité d'électricité ou je sais pas quoi, c'est qu'il coopère avec d'autres cerveaux via des artefacts qui, permettant cette coopération, vont par exemple permettre à moi de ne pas lire Kahneman parce que Christian Forêt l'a lu et que je m'appuie sur Christian Forêt, je lui fais confiance. Ça veut dire que je vais créer un circuit de transindividuation qui suppose une confiance, une estime mutuelle, etc., une reconnaissance mutuelle, et que tout cela va passer par une troisième rétention, qui est la rétention tertiaire. Donc, il faut penser... le problème de Hahn, de Kahneman et de tous ces gens-là, c'est qu'ils ne pensent pas à la rétention tertiaire. Par contre, il y en a un autre, il y en a un qui la pense, cette rétention, enfin qui essaye de la penser, je crois. Enfin, il y en a deux. Il y a Marianne Wolf, ça me paraît évident, mais il y a aussi quelqu'un dont j'arrive plus à retrouver le nom, qui est aussi un prix Nobel de médecine, qui est un psychiatre qui est devenu neurologue, qui voulait d'abord être psychanalyste, qui est né à Vienne. Bon, je ne retrouve pas son nom, j'en ai souvent parlé dans le séminaire, mais c'est pas très grave. Voilà, je m'arrête et je vous cède la parole. Il nous reste 20 minutes, pardonnez-moi d'avoir été très long. Christian, je te la donne, bien entendu. Tous les outils dont on se sert notamment de Hahn, les outils d'imagerie musicale, ne produisent des images que parce qu'elles passent par des filtres statistiques. Donc les images qu'ils voient et qu'ils interprètent, je reprends le vocabulaire de Bernard, sont le fruit d'une rétention textière d'une machine qui est elle-même une machine bayésienne. Et il s'étonne presque de découvrir une théorie générale du
du cerveau bayésien avec une machine qui lui renvoie une image qui est elle-même statistique. Pour faire les nanotechnologies. Et là, on voit bien l'impensée de la représentation du cognitivisme quand il s'appuie sur ces images. Faire beaucoup de choses, je vais entrer forcément en idée, mais après on va parler encore. C'est dommage parce que effectivement, je ne discute pas bien comparable, parce que peut-être j'ai dit trop de choses ensemble. Et surtout sur la question de l'autodestruction. Non, je ne disais pas qu'il n'y a pas d'alternative à l'autodestruction. Ça, c'est fou de la part de Derrida et surtout de ma part. Ce que je disais, c'était qu'il n'y a pas d'alternative à la question que le vivant doit être ouvert à l'autre, à la différence. Je disais, dans cette perspective, une vie pleine et purement émanant de soi, intègre et commune à l'autre et à la différence, ne serait pas simplement une erreur philosophique, mais constituerait une vraie menace pour la vie même. En vérité, la plus grande menace. Et je croyais que c'était ça qui pouvait, de quelque façon, rencontrer les discours sur les pharmacos avec l'auto-immunitaire. Parce qu'au fond, je crois que Derrida, avec l'auto-immunitaire, veut nous advertir qu'il y a 7% de monde au-dedans de l'idée que nous avons des communautés comme idée absolue, inconditionnelle, qu'il faut défendre de l'autre. Et que les dangers qu'il faut conjurer, je crois que voyons de la démocratie à venir, c'est ça. Il faut défendre la démocratie de ceux qui prétendent la défendre au nom de l'identité absolue et choses comme ça. Non, il fait l'exemple, et c'est incroyable, récurrent. Non, alors il faisait l'exemple de l'Algérie. Maintenant, en Égypte, ils sont en train de faire la même chose. Ils ont fait une révolution pour la démocratie, et après 6 mois, pour défendre la démocratie, ils sont retournés dans les mains des militaires. C'était ça. Et je crois que c'est ça qui fait mettre en rapport le communautaire avec la question que justement vous soulevez sur les pharmacos, parce que c'est exactement ça qui nous invite à faire Derrida, à faire attention à ça et trouver des nouvelles institutions. Il le dit même des fois, des nouvelles institutions pour réussir à défendre la démocratie de la fonction des morts qu'il y a au-dedans de la démocratie au nom de la justice infinie, par exemple, des bouches, des choses comme ça. Donc, je crois que pas du tout l'autodiscussion, c'est dommage parce que je croyais que c'était ça que je voulais de quelle façon vous offrir comme contribution à la question du pharmaco. Pas l'autodiscussion. Oui, mais ce que je voulais dire, bien entendu, j'avais entendu ce que tu disais là, mais il y a une utilisation de Derrida, par beaucoup de Derridiens d'ailleurs, qui interprète ce schème de l'auto-immunité comme finalement une impossibilité de prendre des décisions. Mais c'est vrai, c'est ça que j'ai dit à un certain moment, qu'on interprète comme ça l'auto-immunitaire. Oui. Et c'est exactement ça que je voulais critiquer. Et, oui. Et je crois que c'est important pour le faire référence à Mizan qui nous permettent de comprendre que la question, ce n'est pas que, comment dire, l'auto-immunitaire, ce n'est pas seulement l'autodestruction, mais c'est aussi la possibilité. Je suis d'accord avec ça. Donc, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est dommage mais en même temps, je pense qu'il y a une question de vocabulaire choisi par Derrida. Parce qu'il y a de l'hétéro-immunitaire. Ce qu'il montre, c'est que l'auto-immunitaire peut se transformer en hétéro-immunitaire. Et j'ai le même problème avec l'autopoiesis. Hein. J'ai monté un labo avec 2 élèves de Francisco Varela. Je connais assez bien la théorie de l'autopoïèse, etc. Je suis aussi intéressé à Luhmann, à la théorie de Luhmann, de l'autopoïèse des systèmes sociaux. Mais c'est une théorie qui, pour moi, pose un très gros problème, c'est qu'elle n'acte pas ce que j'appelle l'hétéropoïèse technologique, et qui casse les modèles biologiques.
C'est pour ça que j'insiste là. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire... Ça, je peux le comprendre bien. Voilà. C'est votre position et je la comprends bien. C'est aussi très intéressant. Mais en même temps, je ne crois pas qu'on peut attribuer à Derrida une sorte de nihilisme absolu. Mais il y a quelqu'un qui dit ça. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui dit ça à partir d'une mauvaise interprétation de l'auto-immunitaire. Mais je ne crois pas, parce qu'il dit par exemple dans Wayou, exactement quand il dit que Pharmacon c'est un bien homme pour l'auto-immunitaire ou d'autres apories, il dit c'est exactement le lieu de la décision. Ça veut dire que comme on est en face de cette alternative entre la vie et la mort de la démocratie, on a à décider. C'est exactement là que devant l'aporie, il n'y a rien à faire d'autre que décider. Ça veut dire, c'est pour ça que ce matin, je disais performatif, une dimension. Et je crois que c'est très proche de ce que vous dites à propos du pharmacon. À propos du transcendantal, je vais dire que c'est étrange, parce que Derrida, il fait, ce n'est pas si, peut-être que c'est après l'avoir, comment dire, je me suis convaincu et c'est très simple pour moi. Mais la question de quasi pour Derrida, c'est exactement d'utiliser les transcendantales en faisant les passages dans la déconstruction de l'opposition transcendantale empirique. Ça veut dire que les transcendantales, pour Derrida, c'est exactement ce qu'on extrait de l'empirique. Et donc, ce n'est plus le transcendantal. Mais c'est une condition structurelle. Ça veut dire que, je ne sais pas, si les hommes n'avaient pas les jambes, peut-être que la structure neuromotrice de l'homme, ce n'était pas la même qu'on a parce qu'on a les jambes. Je pense à Leroi-Gourhan, non, qui dit, c'est vrai, à la fin, la constitution du cerveau humain, pour Leroi-Gourhan, pour moi, c'est fantastique parce que c'est l'espacement qui est à la condition de la construction du cerveau, ça vient du pied. Et donc, pour moi, c'est ça, une condition structurelle. Donc, je peux comprendre la critique que vous faites, et c'est très intéressant, l'idée qu'il y a, ce que vous m'avez dit aussi hier, de la rétention tertiaire qui serait la condition pour penser tout ça. Je dois y réfléchir, mais en même temps, je ne peux pas, comment dire, je refuse l'idée que l'usage que Derrida fait du transcendantal, c'est métaphysique. C'est le passage qu'il fait naturellement. Il ne peut pas le faire chaque fois qu'il dit ça. Mais quand il parle, par exemple, du messianique, il dit des conditions irréductibles de l'expérience. C'est un autre nom. Peut-être que c'est plus beau parce que c'est vrai, pour moi aussi, transcendantal, ça énerve un peu. Mais c'est ça qu'il dit. Conditions irréductibles de l'expérience. Il veut dire, et qui sont extraites à partir de l'expérience. Donc, c'est, comment dire, l'empirique qui devient le transcendantal du transcendantal, et donc, use cette expression que vous avez raison, c'est mauvaise. Ça porte dans quelques mauvaises directions. Mais après, sur le darwinisme, on parlera après. Parce que c'est vrai que Jacob, c'est évolutionniste, Amisen aussi, mais ils ont corrigé le darwinisme exactement sur la question de la sélection comme principe de la vie. Parce que la génétique démontre en fait que c'est vrai qu'il y a une sélection naturelle, mais il y a aussi, comment dire, cet héritage qui nous portons en nous et qui nous conditionne de quelque façon et qui ne peut pas être modifié radicalement par une sélection naturelle dans le sens qu'il y avait Darwin. Mais ça, on peut discuter de ça. J'espère qu'on a le temps de parler un peu à le déjeuner. J'ai une petite remarque par rapport à ce que tu viens de dire, puis après je voudrais intervenir sur ce qu'a dit Christian. La petite remarque, quand tu dis que la décision n'est pas possible, en fait le politique c'est décider.
Et donc, en fait, le problème, c'est la critique de la décision. Et en fait, il n'y a pas, chez Derrida, de critique de la raison républicaine. Et d'où le fait que sa démocratie à venir, excuse-moi, mais je ne vois rien venir. Voilà. Et donc ça, pour moi, il y a des conditions, disons, d'une aporie. Voilà. Bon, on pourra en discuter. La deuxième chose, c'est-à-dire que cette critique de la... Non, mais par exemple, il y a une critique de la décision qui a été faite par Lucien Sfez, par exemple, qui était assez intéressante, qui critiquait d'ailleurs Simon et le cognitivisme de Simon, etc. Ça existait depuis les années 80, quoi. Là, il y a une impasse, à mon avis. Bon, après, on ne peut pas tout faire. L'idée, mais ça veut dire que tu as dit, toi, j'enregistre ça, on ne peut pas décider. L'essence du politique, c'est la décision. Commune, pas commune, comment ça organise-t-elle? Voilà la question. Et alors... La remarque que je voulais faire à propos de l'exposé très intéressant de Christian, c'est qu'il a insisté sur l'aspect négatif. Mais il y a un aspect positif de ces statistiques, puisqu'en fait, l'idée de l'État-nation, c'est ce qui va être, qui va permettre de construire l'État-providence. Et c'est sur la base de la raison statistique, entre guillemets, que va se mettre en place, parallèlement à l'homme moyen, et avec sa critique qui a été faite par l'homme sans qualité de Musil, un principe d'espérance concrète qui est d'une certaine manière un ralentissement de la prolétarisation industrielle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire évidemment la protection qui est mise en place par l'État-providence, protection qui aujourd'hui est déconstruite par la précarité générale qui s'installe, évidemment, et qui pose la question évidemment nouvelle de la décision politique. Et la question de la décision politique qui est posée aujourd'hui, évidemment, elle est posée en termes post-social-démocrates. Tout simplement parce que, évidemment, nous sommes dans la désillusion. Et qu'est-ce qui reste? Évidemment, il reste une droite qui a été décomplexée, une gauche complexée. Et là, probablement, il faudrait faire un travail d'interprétation assez important. Mais en fait, ce n'est pas le lieu. L'idée maintenant, c'est quoi? C'est comment on pourrait essayer de faire une critique de la raison républicaine. Et d'ailleurs, Desrosières, qui a fait le livre qu'a commenté très largement Christian, est un produit, Desrosières lui-même en tant qu'individu produit, est de la culture française critique. Parce que Desrosières nous dit mais que l'INSEE pourrait bien être autre chose que ce qu'il est. C'est-à-dire, évidemment, un appareil de catégorisation au service d'un pouvoir, top-down, c'est-à-dire un pouvoir napoléonien, un pouvoir présidentiel, etc., etc. Et il y a à l'intérieur une bataille à avoir, puisque, en fait, dans cette raison statistique, on peut mettre les statistiques au service de quoi? Des indicateurs. Et le problème aujourd'hui de la politique, c'est de réorganiser des indicateurs. Tout le fait que Sen, par exemple, a travaillé sur les problèmes des indicateurs de bien-être, avec des programmes du PNUD, etc., etc. Et que là, on a une possibilité d'inscrire un ordre de grandeur, un mezzone, une mesure fondamentale, et que si on ne l'a pas, on est en fait, comme un pingouin sur un iceberg qui est en train de fondre. C'est-à-dire, en fait, on fait la gauche de la gauche. Simon. Je voulais demander à M. Carpentier et à d'autres qui veulent répondre si c'était la Seconde Guerre mondiale ou non qui a été nécessaire à la transgression du système hospitalier qu'aurait été l'élaboration de votre hôpital. Hein, si la mort imminente a rendu inéluctable le fait qu'il faille réorganiser votre organisation. Ce qui me fait penser à Nietzsche qui interprète l'espoir comme le pire des mots, M-A-U-X, que les Grecs ne voulaient pas voir sortir de la jarre de Pandore, c'est-à-dire l'espoir qui fait attendre quelque chose au moment où il faut prendre une décision. Et du coup, je me demande très pratiquement si dans notre situation de crise permanente et systématique, il ne fallait pas inventer un système de transgression permanent et systématique, si c'était envisageable, et si ça ne pouvait pas donner quelques idées sur l'organisation de l'internation, si ce n'était pas même inscrit dans la recherche-action que nous essayons de mettre en œuvre. Très bonne question. Difficile, hein. Très très bonne question. Question qu'on m'a posée à Londres une fois Ah oui, pardon, je ne l'ai pas allumé. Alors, oui. Mais oui,
j'ai peut-être dit que la guerre d'Espagne n'était pas terminée. C'est Alain Resnais. Bon, on connaît les psychiatres qui lisent Jacques Lacan, ils aiment bien parler un peu par énigme. Les énigmes, d'ailleurs, il y en a dans la tragédie aussi. Hein. Pardon ? Oui, ce qui est très important, parce qu'on parle politique, etc., la question du politique était abordée d'une certaine manière par les gens du POUM. Et la question du politique et de la vie quotidienne, c'est une question fondamentale, mais qui va tout à fait dans votre recherche autour de toute cette aliénation thanato-technocratique complexe. Et tu sais, nous avons un discours là-dessus assez, voilà. Peut-être très mauvais, mais en tout cas assez Il construit. me semble, non, mais oui, je sais. Qui relève de ce qu'on appelle la déprolétarisation. Donc on a monté un certain nombre de groupes de travail sur la réorganisation du travail, le droit du travail, mais aussi les techniques de soins, etc., la thérapia. Il y a d'ailleurs ici un artiste qui te prend en photo, qui a travaillé dans ce groupe et qui revendique beaucoup la thérapia. C'est donc Jean Frémiot, comme technique de soin, et comme art photographique, voilà, comme pratique de la photographie. Voilà, donc oui, on est extrêmement sensible à ça. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'inscrire tout ça dans une analyse d'économie politique englobante. C'est-à-dire que, parce qu'on est obligé, la question que posait à l'instant Simon, c'est la question du globe, c'est-à-dire qui est désespérant. Et alors, pour traduire ce qu'il disait, moi, on me dit souvent « Ah, vous êtes drôlement optimiste, Stigler, là, vous croyez à l'économie de la contribution ». Puis on me dit très souvent « Mais vous êtes extrêmement pessimiste, Stigler ». Hélène, qui vient de partir, me dit ça souvent aussi. Bon, je réponds toujours « Je ne suis pas optimiste ni pessimiste, je déteste les optimistes et je déteste les pessimistes ». Mais j'aime bien les gens qui agissent. Voilà. Pour à un certain niveau, on pourrait dire que c'est la question du paradoxe. Ça, c'est plutôt du côté de Kierkegaard. Mais... Enfin parce que Kierkegaard, il faut aussi en faire quelque chose, peut-être. Ah bah bien entendu. Là, on n'en a pas parlé cette année, on avait parlé dans le passé un petit peu à travers Deleuze. Mais... il reste 2 minutes, si quelqu'un... Attends, parce qu'il y avait Ricardo, excuse-moi Vincent, il y avait Ricardo... Parce que la thèse de Tosquelles, hein, c'est sur Kierkegaard, hein. C'est sur le religieux, l'esthétique, le stade esthétique et tout ça. Je rappelle pour les gens d'ailleurs qui ne savent pas que le POUM, c'était un parti donc espagnol très engagé dans la guerre d'Espagne, dont il est question dans toute la littérature sur la guerre d'Espagne. Il faut lire Victor Alba. Qui a une longue histoire complexe, pas toujours gay, évidemment. Vas-y Ricardo, et après on arrête. Michel a parlé de l'image du corps, mais il faut demander... pourquoi l'image du corps des biologistes use d'image d'une forteresse, qui c'est proche à la forteresse de Bettelheim, par exemple, ou l'image du corps comme un sanctuaire, ou l'image de la vie comme un combat continu, c'est un peu dangereux. Je pense que nous devons reconsidérer l'image du corps comme, dans le terme de lui-même et de l'autre. Ce n'est pas possible de considérer le corps comme simplement quelque chose qui part de lui-même et de l'autre. Par exemple, ce n'est pas possible de penser à la digestion sans les bactéries. Les bactéries sont ni les mêmes ni l'autre. Peut-être que l'auto de l'auto-immunité doit être repensé. Oui, je te laisse répondre et puis après on arrête. Oui, c'est juste la question du rapport au langage. Moi, j'ai voyagé dans des tas de pays. J'ai pas vu de chiens et de chats qui soient capables de se reconnaître dans le miroir. Et c'est ça la question quand même. C'est que les humains se reconnaissent dans le miroir, même s'ils se méconnaissent. Hein. C'est une méconnaissance, mais il y a une aliénation imaginaire qui nous permet à nous de savoir que le monde existe au-delà même de ce que nous voyons. Hein. Et ça reste structuré pour nous. Un chien ou un chat, ça reste pas structuré. Hein. Il est là où il est pas ailleurs. Hein.
En fait, non, c'est pas biologique l'image du corps. C'est une construction justement qui passe, selon moi, par l'objet transitionnel, le soin, etc. Ça se construit. Et on peut avoir des enfants qui n'ont pas d'image du corps parce qu'ils n'ont pas eu les soins requis. Bon, les enfants et pas seulement les enfants. Mais...